Alors là, je vais contrarier Jean-François Bruyas, parce que moi, j'ai une définition de l'avortement qui est un petit peu différente, puisque pour moi, c'est l'interruption de la gestation avant l'organogénèse, entre 40 et 45 jours, après l'achèvement de l'organogénèse, pardon, et donc l'expulsion d'un fœtus mort ou non viable entre le 40e et le 300e jour de la gestation. C'est une définition un peu plus puriste. Et donc, on distingue l'avortement de la résorption embryonnaire qui intervient avant 40-45 jours de gestation, et on le distingue également de la prématurité qui correspond à l'expulsion d'un fœtus viable entre 300 jours et 320 jours de gestation. On distingue également des avortements précoces entre 40 et 90 jours et des avortements tardifs entre 90 et 300 jours de gestation. Je vais hurler. D'accord. Mais c'est difficile d'être sur les deux. Bon, désolé. Donc, toujours est-il que les avortements constituent toujours des pertes économiques majeures, puisqu'ils peuvent concerner de 8 à 19% des gestations, selon les études et les populations de chevaux concernées. Alors, classiquement, on distingue 3 catégories de causes d'avortement. Des causes non infectieuses qui représentent de la moitié jusqu'à 70% des causes des avortements. Mais excusez-moi, je ne suis pas encore au point. Des causes infectieuses, donc de 16 à 48% des avortements. Et enfin, des causes non élucidées pour de 8 à 33% des avortements. Ah oui, tu as raison, merci. Ça marche, hein? Oui. Donc les avortements sont le plus souvent des phénomènes isolés, heureusement, sauf pour ceux qui sont causés par des agents infectieux contagieux, qui constituent donc les principales menaces, puisqu'ils vont entraîner des épisodes aussi d'avortement, possiblement, dans l'effectif de poulinières gestantes. Ce qui veut dire que suite à un premier avortement, les conséquences pour le reste du troupeau, mais aussi la conduite à tenir pour l'éleveur et pour son vétérinaire traitant seront différentes selon la cause de l'avortement. D'où la nécessité d'un diagnostic étiologique dès le premier avortement, pour essayer de limiter les dégâts. Nous allons tout d'abord détailler les causes non infectieuses d'avortement, qui correspondent à des anomalies des annexes fœtales, des anomalies de la gestation, des causes fœtales et des causes maternelles. Dans les anomalies des annexes, c'est le cordon ombilical qui est le plus souvent impliqué dans les avortements non infectieux, avec jusqu'à 60% de ces avortements. Alors, il s'agit notamment de torsions, mais les cordons, même dans des situations normales, présentent un certain nombre de tours de spire. C'est absolument pas anormal, de 2 à 4 tours en moyenne, selon les auteurs, et cela résulte d'une mobilité fœtale qui est normale, plus élevée entre le 4e et le 7e mois de gestation. Alors pour que la torsion soit pathologique, il faut qu'elle soit excessive et donc avec un niveau de torsion qui entraîne une occlusion des structures du cordon ombilical, notamment des structures vasculaires de la veine ombilicale. Dans les années 75-80, Catherine Whitwell aux États-Unis avait montré que le facteur prédisposant essentiel pour la survenue d'anomalies du cordon, c'était une longueur excessive. Et notamment chez les pur sang, lorsque la longueur est supérieure à 85%, on a un risque plus élevé à la fois de torsion excessive du cordon, mais également d'enroulement du cordon autour d'un appendice fœtal, voire du thorax du fœtus. Alors, comment ça se présente sur un plan lésionnel ? On peut avoir des torsions aiguës, avec un très grand nombre de tours de spire répartis sur la totalité de la longueur du cordon, et un cordon qui est de manière homogène, œdémacié, hémorragique. Et puis on peut avoir des torsions chroniques avec une occlusion là, partielle de la veine ombilicale et ou du canal de l'Ourac. Ici, vous voyez sur ces images des poches de dilatation importantes sur le canal de l'Ourac, donc qui sont remplies d'urine. Je rappelle que le canal de l'Ourac relie la vessie fœtale à la cavité allantoïdienne et permet l'évacuation de l'urine fœtale. Toujours dans les anomalies des annexes, les anomalies de l'allantocorion. L'hypoplasie des villosités représente 17% des causes non infectieuses. De quoi il s'agit ? Eh bien, on observe sur une surface étendue du chorion l'absence de développement de microcotylédons et ou de villosités. Et cette absence résulte de la présence en regard sur la muqueuse utérine de lésions d'endométrite chronique qui ont entraîné la disparition des cryptes utérines et également des structures glandulaires.
Alors de fait, ces lésions entraînent une réduction des échanges fœto-maternels et l'avortement a lieu du fait d'une insuffisance placentaire chronique. Le deuxième type d'anomalie de l'allantochorion, qui est plus rare, 3% des avortements non infectieux, ça correspond à de l'œdème placentaire ou hydropésie des enveloppes. On voit ici l'accumulation de liquide d'œdème dans la paroi du placenta de l'allantochorion, avec un aspect vitreux du fait de ce liquide dans le tissu conjonctif. Alors, les microcotylédons et les villosités sont œdémaciés et hypertrophiés. Et également, la présence de ce liquide entraîne une dissociation des microcotylédons qui sont anormalement distants les uns des autres. Alors, avec pour conséquence une perturbation des relations utéroplacentaires, une réduction des échanges fœto-maternels et également une séparation prématurée du placenta. Cette hydropésie des enveloppes peut être associée à un hydroallantoïde, qui est une accumulation excessive de liquide allantoïdien, dans la cavité allantoïdienne, bien sûr. Ça se traduit par une distension abdominale anormalement marquée pour le stade de gestation chez la mère, avec des plages d'œdème sous-cutané en région abdominale ventrale. Et si l'avortement ne se produit pas suite à la séparation prématurée du placenta, c'est une urgence puisqu'il y a des risques d'éventration et de rupture du tendon prépubien chez la mère. Dernière anomalie pour l'allantochorion, c'est la séparation prématurée du placenta. Donc c'est une anomalie qui survient le plus souvent au poulinage, mais on peut l'observer en fin de gestation, avec des avortements autour de 9-10 mois. Vous savez très bien ce que c'est, je pense que vous avez dû l'observer. Alors, les facteurs favorisants ne sont pas connus, mais il semblerait que des stress maternels en fin de gestation ou l'ingestion de fœtus contaminés par des champignons endophytes peuvent favoriser la séparation prématurée du placenta. Les anomalies de la gestation, là évidemment Jean-François Brouillas serait mieux placé pour en parler. Il faut savoir que donc à l'heure actuelle on enregistre en Normandie 5% d'avortements non infectieux liés à la gémellité, mais il y a 30 ans au Royaume-Uni, la gémellité était responsable de 20 à 30% de l'ensemble des avortements et mortinatalité pour une même saison de reproduction. Donc ça permet de mesurer le chemin parcouru. Alors, l'issue la plus souvent défavorable de la gestation gémellaire est associée au type de placenta chez la jument, qui est un placenta épithélio-chorial diffus, qui nécessite d'adhérer sur la totalité de sa surface à l'endomètre pour permettre le bon développement d'un unique fœtus. Donc, de fait, lors de gestation gémellaire, les deux fœtus doivent se partager cette surface d'échange, avec bien sûr une insuffisance d'échange nutritionnel et gazeux pour les deux fœtus, un retard de développement affectant les deux et entraînant la mort pour l'un ou les deux fœtus. On voit ici l'aspect caractéristique des placentas avec la zone d'accolement des deux placentas qui est dépourvue de villosité. Donc c'est un avortement par insuffisance placentaire chronique. Selon une étude de Jean-François, 65% des gestations gémellaires diagnostiquées conduirait à un avortement entre 8 et 10 mois de gestation. On voit ici, dans ce cas de figure, deux fœtus qui montrent un retard de croissance, pour l'un d'entre eux beaucoup plus marqué, mais l'autre également. Et puis, vous voyez que celui-ci est en voie de momification, parce que la mort fœtale était bien antérieure à l'expulsion de l'ensemble du contenu utérin. Et puis, dans un très petit nombre de cas, moins de 5%, on peut avoir une mise bas de deux poulains vivants, mais avec des retards de croissance importants. La dernière anomalie de la gestation, c'est la gestation dans le corps placentaire, 1,5% des avortements non infectieux. Dans ce cas de figure, le fœtus se développe dans le corps placentaire au lieu d'occuper à la fois le corps et la corne gravide, corps placentaire, la corne gravide. Il y a une insuffisance d'échange fœto-maternel et qui s'accentue dans la deuxième moitié de la gestation, du fait des besoins accrus dans cette période, besoins nutritionnels accrus du fœtus, et donc des avortements autour de 8-10 mois de gestation. Les causes fœtales, je vais passer assez vite. Il s'agit principalement de malformations congénitales létales, avec 7% des avortements non infectieux. Alors il y a en fait finalement peu de malformations qui tuent le fœtus. Ce sont principalement des malformations du système nerveux central, ici une anencéphalie, une absence de cerveau, et une hydrocéphalie. Alors il existe bien d'autres types de malformations, des malformations qui ne tuent ni le fœtus ni le poulain, je ne vais pas en parler, parce qu'il y en a vraiment une liste très exhaustive. Il y a des malformations qui vont tuer le poulain après la naissance, comme des agénésies de portions digestives, ici une agénésie du diaphragme avec passage
viscères abdominaux dans la cage thoracique, une agénésie ici d'un quasi total d'un poumon, et puis ici une malformation vasculaire avec un unique tronc artériel à la base du cœur qui s'ouvre à cheval sur les 2 ventricules cardiaques. Les causes maternelles, on voyait une bonne liste pour ces causes maternelles. Je vais pas les détailler. On trouve dans la littérature ce fameux déficit en progestérone, donc Jean-François pourra vous en parler, moi je ne suis pas spécialiste. Pour la fœtus contaminée par le champignon Acremonium xenophialum, donc des avortements tardifs, mais également d'autres troubles comme des gestations prolongées de la galaxie. J'ai mentionné, excusez-moi, je ne me fais pas ce... j'ai mentionné la gestion de chenilles processionnaires, c'est maintenant, enfin le mécanisme est bien connu, ça a été à l'origine d'avortements très nombreux aux États-Unis dans les années 2001-2002 avec des pertes économiques considérables. Voilà, je ne vais pas plus détailler ces aspects, je vais passer aux causes infectieuses, qui sont des causes infectieuses contagieuses, et Jean-François avait commencé à en parler, et des causes infectieuses non contagieuses. Les causes infectieuses contagieuses sont largement dominées par des infections virales, qui selon les années sont cause de 13 à 18% des avortements infectieux. Et elles-mêmes, ces infections virales sont dominées par l'infection à l'herpès virus équin de type 1, avec 10 à 15% d'avortements infectieux selon les saisons de reproduction. Comme vous le savez, l'infection due à l'herpès virus équin type 1 ne donne pas que des avortements tardifs, hein. Il y a aussi des mortinatalités et puis des naissances à terme ou prématurées de poulains vivants, faibles, qui vont mourir dans les quelques jours après la naissance. Les poulains qui ont survécu le plus longtemps, dont on a connaissance, c'est 6 jours. On n'a pas eu de survie au-delà. Alors, sur un plan caractéristique, vraiment très très brièvement, la jument avorte souvent sans prodrome, donc elle ne montre rien. Le fœtus est expulsé dans l'amnios, parfois recouvert lui-même de la lanthochorion. Il y a des muqueuses fœtales qui sont assez caractéristiques, hein, fortement inflammatoires, rouge brique, voire ictériques avec des pétéchies. Et puis ça, c'est au moment de l'autopsie, il y a parfois des lésions caractéristiques sur le foie qui sont des foyers de nécrose. Le second virus concerné par des avortements, c'est l'artérite virale équine. Alors il faut savoir qu'avant l'épizootie qui a sévi en 2007, on avait des suspicions de résorption embryonnaire sur des juments qui n'étaient pas retrouvées pleines en octobre et qui avaient séroconverti, mais pas d'avortement tardif. Et puis, lors de l'épizootie de 2007, on a pu voir des cas de mortinatalité confirmés, de mortalité néonatale et un avortement. Et donc dû à un virus qui était particulièrement pathogène. Depuis la fin de l'épizootie, aucun autre cas, à ma connaissance, n'a été diagnostiqué à nouveau. Et puis toujours dans ces causes infectieuses, il y a les leptospires, donc qui représentent à peu près 1% des avortements infectieux en Normandie. Comment la contamination fœtale se produit? On a affaire pour l'ensemble de ces agents infectieux contagieux à une voie dite hématogène. C'est-à-dire que les agents infectieux arrivent par la circulation sanguine maternelle, donc jusque dans les vaisseaux de l'endomètre, qui sont en contact étroit avec les vaisseaux des microcotylédons. Donc, à la suite du fait de ce contact étroit, il peut y avoir traversé de l'entochorion. Les agents infectieux vont gagner les vaisseaux entouidiens, puis infecter le fœtus via la veine ombilicale directement. Et puis, il y a un autre mode possible qui est la traversée centripète des enveloppes pour gagner la cavité amniotique, où là, ils vont être soit déglutis, soit inhalés par le fœtus. Les causes infectieuses non contagieuses, maintenant, elles sont causes d'avortements sporadiques, donc ce sont des événements isolés. Et elles sont dominées par des infections bactériennes, jusqu'à 87% des avortements infectieux, selon les études. Et ces infections bactériennes se produisent principalement par voie ascendante. Dans ce cas de figure, les bactéries qui sont concernées sont des bactéries saprophytes du tractus génital postérieur de la jument, donc des streptocoques bêta-hémolytiques, Streptococcus equi subspecies de Zoepidemicus et equi, et Streptococcus dysgalaxiae subspecies equisimilis. On trouve aussi des je vais pas y arriver, des entérobactéries, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli et des staphylocoques.
Alors, comment se produit la voie ascendante? Donc, toujours le même schéma. Des bactéries qui sont présentes dans la cavité vaginale qui vont remonter, traverser le col de l'utérus. Là, elles rencontrent la portion de l'endochorion qui est en regard du col, l'étoile cervicale. À partir de là, il y a une première lésion sur cette étoile cervicale. Et les suites sont soit une invasion d'une portion plus étendue du placenta par les bactéries, avec donc une lésion de placentite qui va être très étendue, soit une traversée des vaisseaux allantoïdiens, puis passage par la voie ombilicale pour atteindre le fœtus, et puis, comme précédemment, traversée centripète des enveloppes pour gagner la cavité amniotique. Voilà, donc la suite de l'histoire. Vous voyez donc les lésions qu'on peut observer. Sur les deux premières images, on a des lésions qui sont uniquement localisées à l'étoile cervicale. Et sur la troisième image, c'est un cas de placentite extensive, donc qui démarre plus bas sur l'étoile cervicale, couvre le corps placentaire et va jusqu'à l'extrémité de la corne non gravide. Alors la mort fœtale, elle est due soit à une septicémie, lorsqu'on a affaire donc à ces modes de contamination, veine ombilicale ou inhalation déglutition, mais aussi on peut avoir des cas d'insuffisance placentaire, sans infection fœtale, où le poulain, en fait le fœtus, meurt de dénutrition. On voit ici la myotrophie importante, le retard de développement sur ce poulain de 9 mois. D'autres infections bactériennes qui se produisent selon des modes de contamination autres que la voie ascendante, elles représentent 25% des avortements infectieux. Tout d'abord, une origine controversée qui serait la préexistence de foyers d'endométrite au niveau de l'utérus, enfin de l'endomètre, avant l'implantation de l'embryon. Donc ces foyers sont symbolisés ici. Donc des bactéries qui pourraient être quiescentes et qui reprendraient leur multiplication en cours de gestation, avec des possibilités d'extension des lésions de placentite, et comme précédemment, soit une diffusion centripète, soit une atteinte du fœtus par voie ombilicale. Alors certes, c'est controversé, parce qu'on peut se dire, s'il y a une inflammation de l'utérus, ben, comment l'implantation de l'embryon peut se faire? Mais on observe sur le terrain des lésions qui seraient compatibles avec ce mode de contamination. On voit ici des lésions uniquement localisées à l'extrémité des deux cornes, en l'absence de totale atteinte du corps placentaire et de l'étoile cervicale. Et puis le dernier mode de contamination, toujours pour des modalités, des causes infectieuses non contagieuses, c'est une voie hématogène. Lors de maladies maternelles, d'endotoxémie par exemple, avec des salmonelles ou des Escherichia coli, et lors de l'infangite à Staphylococcus aureus. Et là, on observe de multiples zones de placentite, des spots disséminés sur l'ensemble de la surface du chorion, qui correspondent au point d'arrivée des bactéries dans les vaisseaux utérins, puis à la surface du placenta. Alors, je vais vous parler là tout de suite de types d'infections qui n'ont pas encore été, enfin qui ne sont pas décrits en France à l'heure actuelle, ni au Royaume-Uni, qui sont assez fréquentes au Kentucky. Je crois qu'Albertine vous en dira plus sur la fréquence au Kentucky, mais en 1998, il y avait eu 100 cas diagnostiqués. Ces bactéries nocardiformes, c'est 4 genres à l'heure actuelle, avec des noms un peu barbares, Saccharotrix, Rhabdomyces, Crosiella et Amycolatopsis. Nombreuses espèces, mais elles sont intéressantes, ces infections. Bon, déjà, elles causent des avortements en fin de gestation, des mortinatalités ou des mortalités néonatales. Et surtout, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que pour une fois, on a une lésion caractéristique. Ce n'est pas si souvent. C'est-à-dire que, quels que soient les auteurs, il y a un consensus pour dire qu'on a une de placentite étendue, 15 à 30 cm, unique, qui est toujours localisée soit à la base des cornes, soit à la jonction entre le corps placentaire et les cornes, et avec une nécrose du chorion, disparition des microcotylédons et des villosités, un exudat mucopurulent qui recouvre la nécrose coriale, et puis des petites granulations jaunâtres qui seraient caractéristiques également. Donc, globalement, je pense que si vous voyez ça, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est assez important à dire. Le mode de diffusion n'est pas connu. On pense à une origine hématogène. Et puis, curieusement, le fœtus n'est jamais infecté. Et la mort résulte d'une insuffisance des échanges fœto-maternels. Voilà, donc ça, je rappelle, ce n'est pas encore identifié en France. Les infections fongiques, pour terminer, 2% des avortements infectieux, c'est toujours une voie ascendante. Ce sont des champignons opportunistes qui donc vont traverser le col et atteindre l'étoile cervicale pour donner une lésion de placentite qui est
Impossible à diagnostiquer sur un plan macroscopique d'une placentite bactérienne centrée sur l'étoile cervicale. La mort fœtale résulte d'une insuffisance placentaire chronique. Vous voyez un fœtus qui montre un retard de croissance, surtout qui est émacié, avec une infection fœtale qui est rarissime. Et le genre qui est le plus souvent retrouvé, c'est Aspergillus. Voilà. Alors pour conclure, on a encore de 25 à 30% des avortements qui sont d'origine inconnue. Mais heureusement, ce sont le plus souvent des avortements isolés. Occasionnellement, on peut observer des foyers d'avortement dont l'origine reste inconnue. Ça, c'est plus embêtant. Et il est arrivé que des praticiens suspectent des causes environnementales. Et là, l'exploration étiologique est extrêmement complexe, puisqu'on ne peut pas se contenter de faire des prélèvements sur le fœtus ou la mère. Il faut faire une enquête épidémiologique, il faut faire des prélèvements dans l'environnement des chevaux. C'est avec tout ce que ça implique de diversité de prélèvements. Alors, quand même, il y a des domaines qui restent plus faciles à explorer pour améliorer le pourcentage d'avortements dont on va pouvoir déterminer la cause. Et ces domaines à explorer, ce sont des troubles circulatoires placentaires. Il y a une étude au Royaume-Uni qui semble montrer qu'il y a beaucoup de problèmes de microthrombose au niveau des vaisseaux allantoïdiens qui passent inaperçus. Ici, c'est un cas où on a la chance d'avoir une hémorragie sur la face allantoïdienne du placenta qui a permis de repérer ce problème vasculaire. Et puis, il reste aussi à explorer le rôle de nouveaux agents, d'agents infectieux méconnus ou émergents. Et Albertine va vous en parler tout de suite. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire pour cette présentation exhaustive. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, on en a une là-haut. On va faire courir notre porteuse de micro. Bonjour, Marie-Noëlle Lemoulin, vétérinaire Landivisiou. J'avais deux questions en fait. Première question toute bête. La plupart du temps, quand on est appelé pour des problèmes d'avortement avec des éleveurs, quelquefois on a appelé un peu tard, le placenta il est dans la fumière. Je voulais savoir un peu le délai optimal pour la pertinence d'une recherche bactério sur un placenta, et auquel cas comment on peut faire, si ça vaut le coup de prélever ou si vaut mieux laisser tomber pour par exemple des recherches d'Escherichia coli, des choses comme ça, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon... Oui, je ne l'ai plus. Oui, enfin, sur un placenta, dans ce cas, bien sûr, déjà, ils sont tout le temps contaminés. Donc, on est obligé de faire un tri. Interpréter une bactério sur un placenta seul, sans un examen histologique, on peut vraiment dire n'importe quoi. D'accord. Donc, oui, tant que le placenta n'est pas complètement autolysé, on peut essayer de faire une bactério, mais ce qui est le plus intéressant, c'est faire un examen histologique qui va montrer qu'il y a réellement des lésions inflammatoires et qu'il y a donc réellement une placentite. À moins que le placenta montre des lésions macroscopiques. Vous avez vu qu'il y a des choses qui sont assez faciles à identifier. On n'a pas besoin d'avoir fait 300 autopsies de fœtus pour voir ces lésions sur l'étoile cervicale. Voilà. Il y en a quand même, on a la chance d'avoir des lésions qui sont assez caractéristiques. Sinon, j'avais juste une deuxième question vite fait. Alors, ça va s'adresser à Claire et à Jean-François. En ce qui concerne la progestérone... C'est pour Jean-François, moi je ne sais pas. Il fait des bons. Donc, on est bien d'accord que tout ce qui est mortalité embryonnaire... On connaît bien la cause hormonale aussi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Progestéronémie, c'est ça ? On n'a jamais démontré qu'il y avait d'insuffisance progestative. Non, après, je parlais aussi d'insuffisance. Dès qu'on a des endométrites, on n'a plus de signal embryonnaire, on n'a plus de... Ah oui, c'est ça. On est d'accord. Mais bon, voilà, elle est secondaire, mais elle est quand même existante. Et la principale, peut-être, cause... qui n'est pas évidente quand on est là, c'est quand il y a des endotoxémies, donc des coliques, avec des germes qui libèrent des cytokines, donc les médiateurs de l'inflammation. Ça entraîne une décharge de prostaglandine. Et au moins jusqu'à 50 jours, une décharge d'endotoxine, ça lise le corps jaune à tous les coups, et ça entraîne un arrêt de gestation. Au-delà de 50 jours, il y en a 1 sur 2. Ça a été montré expérimentalement par des injections d'endotoxines. Donc ça, oui, mais c'est indirect. C'est indirect, on est d'accord. Et ces endotoxémies, après la présence, quand le placenta a pris le relais,
ça entraîne des contractions utérines du fait des décharges de prostaglandine. Donc, colique sur une jument pleine, danger. Oui, d'accord. Après, je posais cette question-là par rapport à la pratique de certains éleveurs. On a quand même pas mal d'éleveurs qui mettent sous progestérone de synthèse. Alors, je pense que c'est des habitudes aussi, mais qui ne veulent même pas l'arrêter au bout de 4 mois. Donc, en tant que praticien, on est toujours un peu embêté parce que si on leur dit que ça sert strictement à rien et qu'il faut mieux l'arrêter et qu'il y a un avortement, c'est 4 mois. Là. Bon, alors, même... ce dont on est certain, parce qu'il y a des gens qui ont quand même bien étudié ça, c'est que jusqu'à 100 jours, on est certain que les ovaires sont indispensables au maintien de la gestation. Mais il y a eu des essais, alors soit de transférer des embryons sur des juments qui n'avaient pas d'ovaires, soit d'enlever les ovaires pendant la gestation. Et à ce moment-là, quand il n'y a vraiment pas d'ovaires, pour maintenir la gestation, il n'y a que 2 progestérones ou progestatifs utilisables. C'est soit la progestérone injectable, soit l'altrénogeste qui est commercialisé sous le nom de Régumate. La seule condition pour que ça maintienne une gestation, il faut le faire tous les jours. Alors, les gens qui administrent de la progestérone une fois tous les 15 jours, voire une fois tous les mois, ça ne sert à rien. Parce que même un jour sur 2, ça ne marche pas. Donc, s'il y avait un défaut de progestérone, ça ne le comblerait pas. Le Régumate tous les jours, éventuellement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'après, le placenta sécrète tellement de choses, de telle quantité, que là, on est sûr que ça ne sert à rien, il n'y a pas de défaut. Hein. Donc je peux ouvertement leur dire... ah bah oui, je sais bien, on le dit. Oui. Donc j'espère qu'il y en a beaucoup qui écoutent. En plus, à peu près aux mêmes heures, ils sont assez bien élevés pour ça. Mais voilà, je voulais juste avoir une confirmation précise. Alors pendant que j'ai le micro, il y a 2 choses qui ont été évoquées par Claire, mais qui, en fait, on ne les voit pas pour l'instant en France, c'est les chenilles processionnaires. A priori, on n'a pas les mêmes espèces de chenilles processionnaires, mais effectivement, aux États-Unis et même en Australie, Nouvelle-Zélande, ça fait une hécatombe. Et puis le parasite, le champignon de la fétuque, c'est la même chose. A priori, on n'a pas les mêmes fétuques, donc pas les mêmes champignons. A priori. Pour la fétuque, il y a quand même une suspicion en Normandie pour des séries de troubles de la reproduction. Comme je disais, il y avait beaucoup de poulinage. Ce qui a alerté le vétérinaire, c'est qu'il y avait beaucoup de poulinage avec une séparation prématurée du placenta, donc des red bags. Et puis et après enquête, oui, les juments, avant d'arriver au haras, en fin de gestation, passaient sur une pâture où il y avait de la fétuque. Voilà. Donc après, la recherche du champignon, je ne sais pas si elle a été faite, mais c'était une des explications, parce qu'il y avait un taux de séparation prématurée du placenta qui était anormalement élevé. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Claire ou pour Jean-François ? Non, c'est bon. Non ? Il n'y en a plus ? Non. Okay. Eh bien, on va remercier Claire encore une fois.